Le problème de la concurrence à l'intérieur du marché commun est un problème sérieux, est un problème grave. Seulement, ce que je souhaiterais pour ma part, c'est que ceux qui s'adressent comme vous-même, qui s'adressent aux industriels, aux commerçants, à ceux qui dirigent l'économie, au lieu de leur dire ça va mal et c'est la faute du gouvernement, leur disent vous avez pendant 50 ans vécu à l'abri de protections inadmissibles. Pendant 50 ans, vous étiez tranquille. Chacun produisait sa petite affaire sans savoir à quel prix de revient et la vendait tranquillement avec son petit bénéfice. Il y avait de bonnes frontières douanières, il n'y avait aucune concurrence et le client français était traité comme un client qui était obligé de payer ce qu'on lui donnait au prix qu'on demandait. Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent de la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections. État de pays, etc. Et grosso modo, si tu veux, le mec, pour moi, déjà depuis plusieurs années, je me suis rendu compte, le mec qui touche le RMI ici, il touche ça en partie aussi parce que il y a plein d'énergie du travail qui sont captées ailleurs. Et c'est assez compliqué quand même. Hein. Oui. C'est assez compliqué. Ce qui n'est pas compliqué, c'est de savoir que le travail, c'est un outil de soumission de toute manière. On peut dire que les citoyens naissent libres et égaux et mais le travailleur ou l'étudiant ou machin, il est soumis. Il est soumis, oui. Et donc, oui. Si on lui enlève le travail, on lui enlève aussi cette soumission quelque part. Oui, mais sauf que d'un autre côté, on a tous besoin de façon vitale d'avoir une activité. Bah oui. On n'est pas là à être comme des légumes, on est là quand même pour manipuler la matière. Non, mais je pense qu'on note le travail comme une forme d'exploitation. Oui. Voilà, mais c'est pas forcément une forme d'exploitation. Ils s'en foutent, mais alors comment ils vivent? Il faut faire la nuance. Il a employé deux mots qui veulent dire deux choses différentes. Travail et activité. Voilà. Ah, mais pour moi, c'est complètement... Voilà, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil, mais c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué de définir les notions. Ouais. Voilà, ici, on parle de pinailler sur des histoires de est-ce qu'on fait, on choisit de travailler, d'avoir des activités, est-ce que les activités sont rentables, pas rentables, etc. Alors qu'on est dans une putain de société où finalement, si tu calcules qu'est-ce que ça coûte le RMI sur 100 ans à la société française, ça coûte même pas le 5e du trou qu'il y a eu du Crédit Lyonnais il y a quelques années et qu'on est tous en train de rembourser et qui a engraissé des porcs. Donc le débat à ce niveau-là, pour moi, il est ridicule. C'est du débat travail, famille, patrie, c'est du débat le travail, tu travailles pas, t'es un feignant, t'es une merde, etc. Et puis après, qu'est-ce qu'on appelle travail et pas travail, etc. Moi j'aimerais bien le redéfinir parce que finalement, essayer de retrouver ne serait-ce que se renseigner, lire des trucs, discuter, aller dans des forums, et puis se passer le lundi au soleil et puis revendiquer le droit à la paresse, c'est déjà un travail pour moi. C'est déjà important parce qu'on apporte sa pierre à une réflexion collective. Et qu'on a besoin d'avoir une réflexion collective qu'on a pu depuis super longtemps, et c'est pour ça qu'on est dans la merde et qu'on nous bouffe cette putain de réflexion collective par ces espèces de trucs, travail, feignant et tout le bordel. Et puis tu peux lire tous les journaux que tu veux, c'est toujours travail, feignant. Et moi je revendique le lundi au soleil, le RMI en tant que travailleur social. Moi je m'en fous si c'est le lundi, le mardi, mais... C'est-à-dire l'histoire c'est que les RMI c'est pas... On essaie d'avoir des idées. Travailleur social. La question elle est de savoir comment tu places l'État là-dedans. Est-ce que tu penses que l'État, il agit pour le bien commun? Tu laisses l'État dans si les tu où tu les as trouvés en rentrant. Exactement, oui, mais voilà, tu te poses en demandant à l'État d'être, et le RMI c'est pareil, d'être un régulateur social. Alors qu'en fait, si tu pars sur un autre postulat qui est que le bien commun de toute manière pour l'État n'existe pas, donc il va forcément protéger des intérêts. Ben oui, moi je pense qu'il y a un postulat quand même à mettre, à réfléchir sur le rôle de l'État là-dedans, avant de négocier avec lui, quoi. On ne parle pas des mêmes... avec l'État, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et puis derrière le RMI, il y a tout on va dire, le fantôme, le spectre du chômage. Parce que qu'est-ce que c'est un RMI? C'est maintenir quelqu'un avec un minimum vital
et qui sert de spectre à une plus grosse majorité de la population. Ouais, Enfin, moi je le vois plutôt comme ça. C'est parce que coûte l'État, c'est parce que du coup, l'argent qu'il investit dans le RMI, mais il le récupère au centuple, je pense. Par tout le rôle social, le rôle qu'il peut y avoir autour du RMI. Le RMI, ça me permet quoi? Ça me permet de finalement prendre mon temps pour finalement travailler sur un projet qui ressemble le plus à celui que j'avais envie de voir. Donc du coup ça me donne le temps parce que moi avec le RMI je suis le roi du pétrole. Et, je suis vraiment tranquille, j'ai pas besoin de plus. On a du super fromage de chèvre top bio zen, du jardin cultivé là-bas, enfin le raisin il est parti de là-bas. Les patates, je sais pas d'où elles sortent. Bon, les nouilles c'est du supermarché, mais on va faire une usine à nouilles un jour. Ça c'est super ça pour régulariser l'histoire. Une usine auto-gérée à nouilles. Ça c'est une clé. Ouais, mais on en parle ça. T'as raison de dire que t'es le roi du pétrole parce que justement, par rapport aux micro-expériences qu'il peut y avoir ici à Balouette, tu vois, le RMI, ça permet, donc évidemment, vous êtes en relative autarcie, donc vous avez des déplacements en voiture qui sont pas trop importants, mais dès que tu veux être d'ailleurs, entre autres, militant, actif, etc., du coup, tu payes énormément d'essence, et grosso modo, si il n'y a jamais eu d'études dans des micro-territoires comme ici, mais avec, il y a beaucoup de locataires du RMI ici, au moins la moitié du RMI, il part dans l'essence, donc grosso modo, l'État, il récupère 75% de ce qu'il donne. Donc 1 litre d'eau permet d'économiser 4 litres de fuel. Putain. Donc il y a une bonne transformation de... Ah ouais. En fait, je pense qu'on crée beaucoup d'hydrogène quand même. Notamment grâce à l'inox marine, l'inox 316 qui contient 18% de nickel. L'astuce c'est ça. Ah ouais. Et dans l'industrie, dans la fabrication d'hydrogène, dans les usines de fabrication d'hydrogène, ils ont déjà le système là. Ouais. Et l'eau, c'est de l'eau... C'est de l'eau d'une éolienne, d'une petite éolienne de pompage. Mais c'est de l'eau qui est potable, bon, mais si tu veux, mais elle est pas dans le réseau d'eau normal. C'est de l'eau j'ai fait avec de l'eau de lac, j'ai fait avec de l'eau de rivière, je fais avec de l'eau de pluie. Des fois, je me suis arrêté à récupérer de l'eau dans des flaques. Pour boire. Ah non, pas pour la boire, pour la mettre dans le réacteur. Mais pour boire. Et là, quand je vais démarrer là, avec ton appareil là qui écoute, enfin là, je vais démarrer et tu vas entendre l'eau maintenant. Tu vas voir, je vais démarrer. Impeccable. Alors normalement, il faut attendre que ce soit chaud. Bon, là il est chaud. Vous le touchez là, il est chaud. Et toi, avec ton truc, tu vas là, je vais là. Et là, viens voir avec ton truc ici, là-dessus là. Tu vas entendre l'eau, la source là. Tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Eh bien, tu l'entends très bien là. C'est de l'eau, c'est de l'eau là. Là c'est le moteur qui aspire l'eau là. Là c'est l'hydrogène. Mais par exemple, toi, on s'est aperçu d'un truc, c'est que en recherchant à plusieurs comme ça, on trouve des solutions super simples et qui n'ont pas d'intérêt commercial. C'est-à-dire qui n'auraient aucun intérêt pour un bureau d'études de développer ça. Mais le capital, il faut être clair. Le capital a comme principe de rendre les gens dépendants. Donc tout ce qui peut émanciper l'espèce humaine, c'est mis aux oubliettes, comme le stalinisme. Tout ce qui est... Et eux, ils compliquent. Maintenant, les voitures, c'est de plus en plus compliqué. Donc le problème, ils compliquent pour avoir toujours le pouvoir. Les garagistes, ce ne sera plus des mécanos, ce sera des mecs qui changeront des pièces, ils auront un truc qu'ils mettent dans la truc, la panne vient de là, on enlève ça, on remet ça, point. C'est ça. Comme le diester, quoi. Et le diester, c'est une manière de transformer l'huile le plus compliqué possible pour te dégoûter de faire un biocarburant, quoi. Bon, mais si tu veux, donc tout le problème, notre tâche historique à nous, c'est de simplifier pour le plus grand nombre. Et là, bon, ce qu'on a fait, c'est ça. Là, on était 10 il y a 3 semaines, là on sera, mettons, une dizaine de plus. Chaque individu ici présent, comme je te disais, se resocialise à d'autres copains et d'autres copines. Mais ce qui est bon, c'est faire des rapports de socialisation.
Alors c'est des bricoleurs comme nous qui vont changer. Bah, non, c'est toujours dans l'espèce. Dans l'espèce, c'est toujours. Non, c'est pas des bricoleurs. C'est toujours dans l'espèce une minorité qui a porté l'avenir. Ça a été la bourgeoisie au Xe siècle. Et ça a été les capitalistes financiers au XVe siècle. Ça a toujours été une minorité qui change d'intentionnalité. Le problème, c'est comme dit David, le problème, c'est pas, il ne faut pas que ça devienne marchand cette affaire. Autrement, on reconstitue le pouvoir séparé. Il faut que ça soit pris par tout le monde. Ceux qui souffrent, mettons, dans le Burkina Faso, qui n'ont pas d'eau, enfin, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de. Ils pourraient faire des pompes et irriguer des choses, etc. Est-ce que la technologie peut être réappropriée par le peuple? Voilà la question. Parce que là, c'est le pouvoir, la technologie. À bon escient. À bon escient. C'est une autre histoire. Il faut revenir à 1840. En 1840, les travailleurs voulaient l'abolition du salariat et du patronat et dehors les intellectuels. Mais ils ont fait une connerie puisqu'ils n'ont pas extrait la théorie de toute pratique. Et donc en 1848, Karl Marx a fait le manifeste du Parti communiste qui se termine par ces mots: prolétaires de tout pays, unissez-vous pour l'abolition du salariat. Et là, lui, il venait de la bourgeoisie juive allemande, et donc, avec Bakounine, en 1864, ils ont proposé au prolétariat des formes séparées d'organisation qui ont abouti au stalinisme, 89 millions de morts. Donc, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, cette histoire-là, non, je pense que dans l'espèce, il faut se réclamer de l'espèce, et non plus ni du prolétariat, ni des genres, de tout ce qui divise l'espèce. Il faut se réclamer du vivant. Et en tant qu'individu, l'individu et l'espèce humaine, tout le reste sont liquides. Et à partir de là, on peut commencer autre chose, mais en association par rapport aux 4 économies. Économie de prélèvement, économie domestique, économie marchande et économie financière. Il faut faire une économie autonomisante. C'est ce qu'on fait là. C'est-à-dire que c'est les individus, c'est l'espèce eux-mêmes qui se prennent, ils se responsabilisent. Toi tu n'es pas mécano, 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 toi tu n'es pas mécano. Mais on fait la mécanique parce qu'on l'utilise. On est responsable de ce qu'on utilise. Mais à partir de là, les choses peuvent peut-être changer. Mais c'est une autre forme complètement de vie. C'est se responsabiliser par rapport, si tu utilises, tu appuies sur l'électricité, tu fais du déchet radioactif, c'est pas personne qui a appuyé sur l'électricité, c'est toi. Tu peux pas dire que c'est les autres. C'est-à-dire que c'est dur ce que je dis, mais toutes les techniques autonomisantes sont oubliées puisqu'elles ne sont pas rentables, puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans la logique du marché. Puisque tu ne peux exister que si tu es une marchandise. Tu ne peux pas exister si tu ne vends pas ta force de travail. Et c'est ça le côté totalitaire de ce système. Tu ne peux exister que si tu transformes ta vie en marchandise. Tu ne peux exister. On est prostitué à vie. J'emploierais pas ce mot quand tu es salarié quand même. Mais si, le salariat, c'est la 4e domestication de l'espèce humaine. C'est la prostitution. Évidemment, les salariés, ils ont 12 formes de pathologie. Parce que là, on n'a rien dit si on n'a pas fait la critique du salariat. Les salariés, ils ont 12 pathologies. Ce sont des individus soumis aux hiérarchies, qui ne prennent pas d'initiative, qui sont exploités, routiniers, qui ont peur. Ils ne choisissent ni ce qu'ils produisent, ni avec qui produire, ni comment produire, ni où produire, ni pourquoi produire. Attends, tu peux être salarié dans une coopérative. Mais même une coopérative, le problème, c'est bien que c'est dans une coopérative, c'est instrumenté par le marché. Même les coopératives agricoles, même là, ils abolissent la voie, un homme, une voie. Même ça, c'est parti. Non, c'est fini, toutes ces formes-là sont finies. Non, il faut pas se leurrer, là. Les coopératives agricoles, mais alors tu rigoles, non? Tu rigoles complet, ça a été intégré, le système a réintégré, décomposé, et même pour faire des coopératives ouvrières, ils te créent 1000 embûches. Non, le problème il est beaucoup plus... Il y a des expériences qui existent quand même. Non, mais bon, c'est des gestions du capitalisme, c'est une autogestion du capital. C'est le capital vert, ça... Mais quoi? Le problème... du capital, c'est quand même un match de progrès, je veux dire. Attends, on ne peut pas se passer du truc là. Non, mais on ne peut pas se passer. On peut faire évoluer peut-être nous doucement ce qu'on veut, mais je veux dire, la société telle qu'elle est, bon, on est tous dedans, quoi. Oui, alors, on peut avoir des vues, mais il ne faut pas non, mais historiquement... Là, tu jettes tout, là. Non, mais tout, historiquement, ça n'a pas été toujours comme ça, donc ça peut disparaître. Alors ça, c'est sûr. Ça n'a pas toujours été comme ça. Le marché capitaliste n'a que 2850 ans. C'est vrai. Donc, dans l'espèce humaine, moi je propose une autre intentionnalité. Actuellement, c'est argent spéculatif, plus d'argent. Je propose activité et non pas travail, puisque le travail c'est de l'argent mais tu perds du temps. Autogestion des matières premières, but, renforcement permanent de l'autonomie des individus sur tous les plans. Donc c'est deux logiques. Il y a activité, autogestion
et autonomie. Et tandis que le capital, il propose argent, argent spéculatif, plus argent, la mort sociale du plus grand nombre et la destruction de la planète. Nous n'avons plus le choix, hein. Soit c'est le capital, ou soit c'est nous. Soit c'est le vivant, ou c'est la marchandise. La marchandise ou la vie. Ah, pas un choix. L'image de l'ouvrier est souvent attachée à l'industrie. Or, le monde industriel aujourd'hui est un monde dans lequel la relation de confiance, pour être crédible, est forcément à durée déterminée. Je répète, parce que la base même du travail et de l'emploi repose sur une technologie dont je ne connais pas la durée de préhension, dont je ne connais pas la durée d'application. Alors tu dis CDD, j'en sais rien. Moi, j'ai envie, si on accepte de discuter sur ces bases-là, de réinventer des régulations modernes. Car je ne crois pas que c'est ton schéma un peu ringard. CDD, CDI, qui a été inventé à un moment donné, qui devra s'adapter. C'est peut-être partenaire mercenaire, c'est peut-être bien autre chose, c'est peut-être on a commencé à l'aborder, travail salarié, travail non salarié, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est sûrement pas copier un droit du travail inventé il y a 30 ans pour une situation qui était complètement différente, sur un droit du travail qui, aujourd'hui, ne correspond plus à la réalité du monde des hautes technologies. Ouais. Mais c'était pas un ringard, c'était une façon de caricaturer et de dire que, y compris sur les accords sociaux qu'on peut passer, ils sont forcément temporaires, transitoires, renégociables et pas mortifères, selon l'expression d'Henri Vaquin. Oui, que veut dire la prime d'ancienneté dans un monde qui bouge tous les 4 ou 5 ans? C'est une vraie question. Est-ce qu'on ne doit pas essayer de réfléchir à d'autres données? Bien sûr. On y va. Question. Parce que depuis tout à l'heure, vous parlez de système de valeurs, un peu même visiblement d'éthique, de critique du scientisme, du productivisme, etc. Mais ça sont quand même des choses assez de surface. Puisque il y a une question qui n'est jamais posée là, c'est la finalité du travail. Qu'est-ce qu'on produit? Pourquoi on le produit? Quand j'entends, peut-être j'ai mal compris, mais quand monsieur dit qu'effectivement tous les 3 ans il est obligé de restructurer, pourquoi? Parce que les produits, j'ai pas compris, hein, parce que les produits sont obsolètes? Parce que vous produisez de la merde? Pourquoi? Parce qu'en fait vous produisez de la merde. Donc effectivement il est là le problème. Pourquoi les gens ils veulent aller travailler pour produire de la merde? Pourquoi on produit? Pourquoi on va produire, par exemple, je ne sais pas ce qu'il produit le monsieur machin, mais si tous les 3 ans il est obligé de casser son usine pour en faire une autre et tout foutre à la poubelle parce qu'il vend de la merde à des gens, il vend des faux besoins à des gens qui sont obligés de le remplacer tous les 3 ans, machin, etc. C'est quand même là le problème. C'est quand même là le problème. Pourquoi on ira bosser? Il y a des gens qui vont bosser 40 ans de leur vie ou 40 ans de leur vie dans son usine, hautement qualifié, machin, tata. C'est tellement hautement qualifié qu'il est obligé de la foutre à la poubelle tous les 3 ans. Mais c'est complètement délirant. Je me suis sans doute mal exprimé. On ne produit pas de la merde. C'est que la technologie elle avance de plus en plus vite. Quand aujourd'hui vous dites... Quand vous me dites qu'un ordinateur aujourd'hui, vous n'en voulez plus, parce qu'il ne va pas assez vite, il n'a pas assez de capacité. Attendez. On crée le besoin. Allons, alors, attends. Je produis... Vous avez parlé de 2 choses. Je suis en train d'expliquer. Alors ensuite, il y a la création de besoin. On pourra réfléchir. C'est bien le client comme qui crée le besoin. Quand on me dit qu'un ordinateur, quelqu'un... Moi, je travaille chez Peugeot, on fabrique des bagnoles, et c'est quand même nous, en tant que... c'est nos services marketing qui vont aller chercher qu'est-ce que peut-être les gens pourront vouloir dans 10 ans, et on leur propose ça l'année prochaine. Mais c'est quand même nous, à la base, qui allons voir ce que les clients pourraient aimer, et c'est nous, quand même, qui créons le besoin, à la base. La satisfaction du client est en effet l'objectif principal de celui qui produit. Attendez. Non mais là, vous êtes quand même extraordinaire. C'est anticiper son besoin et lui proposer quelque chose dont il n'a pas forcément besoin, mais qu'on pense... C'est clair, mais il n'a pas besoin. On a besoin d'avoir 3 voitures, on a besoin d'avoir, etc. C'est une évidence. On a besoin de jeter son ordinateur tous les 3 ans à la poubelle et sa voiture tous les 5 ans. C'est une évidence. Ça vous paraît évident à vous. Mais parce que si vous ne comprenez pas ça, c'est parce que vous ne comprenez pas que ça ne paraît pas évident à tout le monde, que les gens ils n'ont pas envie d'aller passer leur vie à crever au boulot pour produire des trucs, pour rentrer dans une logique aussi merdique que ça. C'est pas évident de rien. Je constate que si je produis un truc, une voiture que j'ai fait il y a 5 ans, eh bien, plus personne ne l'achète. Mais... Sur des pièces, arrêtez de produire. Attendez. Je suis sûr que les salariés des entreprises vont être sacrément contents si on ne produit plus. Enfin, il y a des moments quand même où moi je veux bien, tout le monde applaudit à tel ou tel, on dit la France doit rester 60 millions de personnes, le meilleur du monde, avoir son train de vie, ses services sociaux, et tout ça c'est sans création de valeur.
Alors, excusez-moi, où vous allez trouver votre histoire de progrès, effectivement, de bousiller des usines tous les 3 ans pour un mythique progrès, c'est de la foutaise. Aujourd'hui, jusque dans les années 70, on pouvait y croire. Maintenant, plus personne n'y croit. On sait, et vous le dites, et c'est écrit dans tous les journaux, et vous nous le répétez sans cesse, demain sera pire qu'aujourd'hui, et en plus, allons-y gaiement. Donc je vous dis moi qu'il faudra travailler plus et ce sera globalement insupportable. Voilà. Mais point. Mais nous sommes dans une région où il y a de plus en plus de RMistes, et il y a de plus en plus de RMistes, on l'a constaté, qui refusent de travailler ou qui refusent de consommer, qui sont plutôt en train de construire leur maison, de cultiver leur jardin, de se couper d'EDF. Est-ce que l'armée pourrait intervenir si des gens refusent de consommer et vont vers la décroissance et ne jouent pas le jeu de l'économie de marché? Je ne comprends vraiment pas du tout ce que c'est que cette question, qui me paraît, pardonnez-moi, sans aucun bon sens. Ma voiture, je paye ma voiture pour aller travailler, je travaille. Payer ma voiture, je paye ma voiture pour aller travailler.